Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Ce mardi, c'est le premier jour de composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Plus de 400 000 candidats repartis dans 677 centres de composition tentent de décrocher ce deuxième diplôme scolaire. Lancé en 2017 avec 5 000 bénéficiaires, le projet Filets socio-productifs a atteint aujourd'hui 35 000 ménages jugés pauvres en Côte d'Ivoire. Ce projet est un pan de la stratégie nationale de protection sociale et vise à améliorer les revenus des populations pauvres en milieu rural. Et puis, Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé ce mardi à Singapour une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Commençons par notre premier titre. Ce mardi, c'est le premier jour de composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Plus de 400 000 candidats repartis, dont 677 centres de composition tentent de décrocher ce deuxième diplôme scolaire. Pour la première journée, ces élèves de 3e et les candidats aux tests d'orientation sont face aux épreuves de composition française, de physique, chimie et de mathématiques. Issa Yeochonan. Depuis ce mardi, de l'épreuve écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC sur l'ensemble du territoire, la composition démarre par l'épreuve de français, une matière jugée abordable par ces candidats au lycée moderne de Trècheville. Moi, j'ai choisi le sujet 1, test argumentatif. Je trouve ça pas difficile, facile. J'ai choisi le sujet numéro 1, ça parle de l'immigration clandestine. Voilà. Le sujet abordable, le sujet n'est pas dur. Si tu te donnes, ça va aller. C'est un thème d'actualité. Voilà. Donc je connais un peu, puis je suis un peu les journaux. Voilà. Donc c'est comment me sortir. Les élèves ne sont pas crispés parce que c'est un devoir de classe. Considère que c'est ce qu'ils ont fait depuis le 9 mois et qu'ils sont à même de rendre ce devoir-là sans problème. Cette année, les dispositions sont prises pour éviter la fraude à tous les niveaux et assurer la sécurité de l'examen. Tout support de communication est strictement interdit, formellement interdit à tous les acteurs, aussi bien aux candidats qu'à tous les autres acteurs, je veux dire les surveillants, les membres du secrétariat. Le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, après le tour de quelques centres à Trècheville, situés au collège moderne de l'autoroute, au collège catholique Jean Bosco, à l'école régionale et au lycée moderne, salue le bon déroulement de l'examen. Nous sommes tout à fait ravis de constater que vraiment tout se passe très bien. On est venu au nom de Madame le ministre leur apporter donc son soutien, ses encouragements et leur demander donc de garder leur sérénité. Je pense que c'est dans le calme, dans l'assurance, dans la sérénité qu'on peut avoir le meilleur résultat. Le BEPC 2018 mobilise 423 611 candidats repartis dans 677 centres à travers le pays. Les résultats sont prévus le 3 juillet 2018. Et dans les directions régionales de l'éducation nationale de Gbeke, ils sont 22 044 candidats qui ont débuté chez les épreuves écrites du BEPC. Ils sont repartis dans 32 centres d'examen. Abdul Kader Sogodogo Guédoumont, RTI Boaké. Après une année scolaire bien remplie, voici venu le temps de l'évaluation pour les élèves de la 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. À l'instar de leurs camarades, ceux de la région de Gbeke subissent depuis ce matin, et ce pour 3 jours, les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC dans le calme et la sérénité. Ils sont d'ailleurs confiants. Je me sens un peu prête et Dieu fera la suite. C'est ma 2e fois. J'espère que je vais avoir le BEPC cette année. Dans la région de Gbeke, ils sont au total 22 044 candidats qui espèrent décrocher le BEPC. Parmi eux, 1589 pour les tests d'orientation en seconde. Ils sont encouragés par l'autorité préfectorale. C'est juste une évaluation de fin d'année. Considérez ça comme cela.
Mais je voulais vous demander de vous éloigner de la tricherie, parce que ça peut mettre en péril la suite de votre carrière. Donc, nous sommes là pour vous encourager et vous dire que tout le GBEC compte sur vous. Côté administration scolaire, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de l'examen. Mettre en place tout ce qui est nécessaire, d'abord pour lutter contre la tricherie, mais surtout faire en sorte que les enfants travaillent dans de très bonnes conditions. Conditions de quiétude et surtout conditions de bonne réflexion. Les résultats du BEPC session 2018 seront proclamés le 2 juillet 2018 en début d'après-midi. Après Boaké, rendons-nous à Vavo avec Konaté Ngana où 4615 candidats repartis dans 8 centres affrontent les épreuves écrites du BEPC. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle se déroulent dans le calme dans les différents centres d'examen de Vavois. Au lycée moderne, où les premières épreuves de la journée ont été lancées par les autorités, tous les acteurs ont été appelés à la responsabilité pour éviter les fraudes. L'heure n'est pas à la tricherie, mais à l'effort personnel. Voilà. Quant aux enseignants, je voudrais vraiment compter sur eux pour être vigilants, ne pas contribuer à la fraude. Au collège Saint-Émile, 1440 candidats composent dans 48 salles. Les surveillants affichaient un sentiment de sérénité et quant aux candidats, l'atmosphère est à la concentration. J'ai choisi le sujet 1 qui parle de la violence faite aux femmes. Je le trouve abordable par rapport au sujet numéro 2. Le sujet 2 parle du sommeil qui est indispensable à la vie de l'homme. Je le trouve très abordable. C'est pourquoi je l'ai choisi. Pour se faire une idée du déroulement des épreuves, le premier responsable de l'éducation dans la région du Haut-Sassandra a sillonné certains centres de composition. Adama Sekongo a exhorté les candidats à travailler dans la sérénité. Le BEPC, c'est comme un devoir de classe, un devoir surveillé. Soyez sereins, soyez tranquilles et ayez foi en Dieu. Ce sont au total 4615 candidats répartis dans 8 centres qui affrontent le BEPC dans le département de Vavois. Les épreuves écrites prendront fin jeudi prochain. Traditionnelle cérémonie de célébration de l'excellence au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les meilleurs élèves et travailleurs de cette école qui se sont distingués avec de bons résultats et un comportement exemplaire ont reçu des prix. Retrouvons Abdul Kader Sogodogo Guédoumon de RTI Boaké. Lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. L'heure est à la traditionnelle cérémonie de récompense des meilleurs élèves et personnels du dit établissement. Durant toute une année, ces jeunes filles de la 6e à la terminale et ces serviteurs de l'État ont fait montre de leur savoir-faire et savoir-être avec des résultats impressionnants. Dès lors, pour les responsables de l'école, le temps de la célébration s'impose. Dans un monde en perpétuelle mutation et de plus en plus compétitif, notre société et principalement notre jeunesse a besoin de repères. L'exaltation du mérite apparaît dans ce sens comme un devoir moral et même une exigence républicaine. 3 jeunes filles, Kone Nancho Atara du premier cycle, Blé Aurore Désiré et Touro Chéri du second cycle ont raflé les super prix Ali Kader Koulibaly, agent comptable principal du Trésor de Côte d'Ivoire. Des prix composés d'un ordinateur portable, d'un trophée et d'un compte bancaire de 150 000 francs CFA pour chacune d'entre elles. Les efforts de ces jeunes filles sont à la dimension de l'engagement du parrain qui est au service de l'administration ivoirienne. Si nous aspirons à une meilleure société, il nous faut dès maintenant transmettre des valeurs qui incarnent la perpétuation de l'idéal d'union, de travail et de discipline sur lesquels les pères fondateurs de ce beau pays ont bâti la société ivoirienne. Dans la salle, des danses, la joie débordante des élèves, des enseignants, des personnels et autres parents d'élèves avaient la saveur des vacances scolaires qui arrivent à grands pas.
Les transports et la transformation industrielle de l'Afrique, c'est le thème du panel stratégique animé au cours de la 3e édition d'Africa Road Builder, trophée Babaka Ndiaye, qui a vu la distinction du président kenyan Uhuru Kenyatta. C'était en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Busan, en Corée du Sud. Aboubakar Cheikh Kone. Investir dans les infrastructures routières est essentiel pour s'attaquer aux problèmes de réduction de la pauvreté et stimuler le potentiel de croissance de l'Afrique. C'est en substance les recommandations des experts africains et européens présents à ce panel stratégique. Il va falloir compter sur une augmentation considérable des besoins de financement, mais je pense que le vrai problème que nous avons, c'est vraiment la qualité des projets qui sont préparés. Quand il y a des bons projets préparés, normalement, on trouve toujours le financement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée sur un vaste programme. Il y a plus d'une trentaine de projets de construction de routes et des infrastructures routières qui sont en cours actuellement. Et grâce à ces projets, nous espérons améliorer sensiblement le niveau des infrastructures routières. Malheureusement, en Afrique, ce déficit structurel en infrastructures constitue un sérieux handicap à la croissance de plusieurs économies. Selon la Banque africaine de développement, ce déficit est en nette augmentation. Il est estimé à un peu plus de 85 000 milliards de francs CFA par an. C'est donc à juste titre qu'a été initiée cette cérémonie de distinction pour encourager l'investissement dans les infrastructures en Afrique. Pour sa 3e édition, le super prix Grand Bâtisseur Trophée Babaka Ndiaye est revenu au président kenyan Uhuru Kenyatta. Il faut dire que depuis ces 5 dernières années, nous avons réalisé beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures. Et cela s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique de développement qui s'étend jusqu'en 2030. L'objectif, c'est de promouvoir de bonnes routes, des routes développées et des transports développés pour l'Afrique. Et vous voyez que nous sommes ici en Corée et la Corée nous donne de très beaux exemples en matière de développement de routes et de transport. L'Africa Road Builders Trophée Babaka Ndiaye consacre tous les ans un chef d'État africain au cours d'une cérémonie de distinction qui se tient en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en 2016, à la première édition de ce prix international tenu à Lusaka, en Zambie, le président Alassane Ouattara a remporté le super prix Grand Bâtisseur de l'Africa Road Builders. Les choses s'activent de plus en plus au niveau de l'espace SKBO, espace qui regroupe les régions frontalières des Cascades et du Haut-Bassin au Burkina Faso, de la Bagoué, du Folon, du Poro et du Tchologo en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali. Ces régions viennent de procéder au lancement des travaux de réalisation de 20 forages dans la commune rurale de Wéléni au Burkina Faso. Plus de détails avec Kwasi Mamadou. La collaboration de la collectivité territoriale de Sikasso, Korogo et Bobo du Lasso dénommée Escabo marche bien. Ces différentes villes et communes ayant comme les mêmes difficultés socio-économiques ont mis en place une politique communautaire de coopération transfrontalière. Il s'agit pour la fêtière de l'espace Escabo d'améliorer les conditions de vie des populations de cette zone dans les différents domaines d'activité. Cette initiative prend forme à Wéléni, au Burkina Faso, par le démarrage des travaux de réalisation de 20 forages. C'est une activité de haute portée sociale car elle garantit l'accès à l'eau potable à nos vaillantes populations en zone rurale qui ne demandent qu'à vivre sainement. C'est pourquoi ne saurais remercier nos donateurs qui nous montrent chaque jour que nous avons des raisons de croire en nos projets communautaires et donc à notre engagement à renforcer la coopération transfrontalière. Le lancement des travaux d'aménagement hydro-agricole a été possible grâce à l'UEMOA et à ses partenaires techniques. Des travaux financés par la coopération suisse à hauteur de 700 millions de francs CFA. Il vise l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour environ 17 000 personnes et l'augmentation des surfaces aménagées pour l'agriculture d'environ 50 hectares dans un contexte de gestion intégrée de l'eau. Nous apportons une impulsion pour le développement des régions de façon équilibrée. Nous avons noté que les territoires communautaires présentent des déséquilibres et des disparités. Notre rôle, c'est de mobiliser les financements, les partenaires techniques, ce que nous avons fait avec la coopération suisse, parce que les besoins des populations sont énormes.
Outre les aménagements hydro-agricoles dans la commune rurale de Oueleni et dans la ville de Sikasso, des travaux d'autres envergure verront le jour bientôt dans la zone Escabo de la Côte d'Ivoire. La délégation transfrontalière s'est déportée par la suite dans le village de la Rama pour s'enquérir de l'état d'avancement des pistes balisées pour le passage de bétail. L'idée est de sécuriser les zones agro-pastorales en vue d'éviter le conflit entre éleveurs et agriculteurs dans la sous-région. Lancé en 2017 avec 5000 bénéficiaires, le projet filet socioproductif a atteint aujourd'hui 35 000 ménages jugés pauvres en Côte d'Ivoire. Ce projet est un plan de la stratégie nationale de protection sociale et vise à améliorer les revenus des populations pauvres en milieu rural à travers l'octroi d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA. Ces bonnes pratiques permettront-elles aux ménages bénéficiaires de sortir de leur situation de précarité à la fin du projet? La réponse avec Soro Corona de RTI Boaké. Débutée en 2011 et finalisée en 2013, la stratégie nationale de protection sociale a été adoptée par le gouvernement ivoirien en mai 2014. Cette stratégie vise à mettre sur pied des mesures publiques en vue de réduire la vulnérabilité des populations et garantir la dignité humaine pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Le projet filet socioproductif constitue le substrat de cette politique nationale de protection sociale. Il vise à améliorer les revenus des ménages jugés pauvres à travers l'octroi d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA, soit 12 000 francs par mois. Le Béké, le Kabadougou et le Tonkpi ont été les régions retenues par la phase pilote prenant en compte 5 000 bénéficiaires dans 56 villages. Le projet attend prendre en compte 35 000 ménages pour une durée de 3 ans. Le projet filet socioproductif et particulièrement les transferts monétaires que permet ce projet peuvent effectivement donner la chance à des bénéficiaires de changer positivement leur vie. Les premiers bénéficiaires ont commencé à percevoir leurs allocations depuis mars 2017. Le passage à l'échelle avec une vague de 10 000 ménages supplémentaires constitue pour nous une étape très importante. Kouloya Amoui, la soixantaine révolue, est veuve depuis une décennie. Elle s'est lancée dans l'élevage de la volaille après les premiers paiements. Cette veuve fait partie des 108 bénéficiaires d'Akanzakourou, village de la commune de Boaké. Avant, je ne prenais que 50 poussins. Mais avec les premiers paiements, je me retrouve avec 500 poussins. Les filets sociaux m'ont vraiment aidé. Kwakou Nguessan, lui, est du village de Kondoukourou, dans la sous-préfecture de Guébounois. Il a investi ses premières allocations dans sa petite pocherie. Quand je reçois un peu, au lieu de peut-être aller boire quelque part, je préfère agrandir un peu ma pocherie. Chaque fin du mois, je paye des aliments pour les nourrir. À côté de ces bonnes pratiques individuelles, les bénéficiaires ont décidé de se constituer en groupe et en association. L'État dit que quand on est regroupé, alors c'est là qu'on peut nous aider. Et quand on vend nos produits, alors on collecte, en tout cas nous cotisons de l'argent pour faire une caisse. L'argent de la caisse, nous épargnons ça pour pouvoir demander à soit une structure bancaire et de nous accompagner dans nos projets. Avant où on n'était pas ensemble là, on n'avait rien. À cause de projets là, vraiment on s'en sort. Ce qu'on ne peut pas faire avant, maintenant on arrive à faire. Le projet filet socioproductif a aussi aidé de nombreuses familles à faire face à leurs difficultés. Scolarisation, établissement de documents administratifs et soins de santé. Ce deuxième versement a permis que je puisse avoir l'extrait de naissance de mes enfants. Je n'avais pas d'argent sur moi. C'est pourquoi je n'avais pas l'extrait. Quand on a commencé à recevoir cette allocation-là, ça nous a beaucoup aidé. J'ai des enfants qui vont à l'école et il faut nourrir la famille. Il faut prendre soin des enfants. De manière individuelle et collective, les bénéficiaires travaillent pour sortir de leur situation de précarité. Nous avons l'idée de créer une ferme et pour que ça prenne la relève après le projet. Si le projet finit, on continue l'association. C'est grâce à ça on peut mettre les enfants à l'école. Les femmes qui sont dedans là, maintenant là, si on a des problèmes, on se voit entre nous, on règle ce problème, personne ne sait. Si ces bonnes pratiques sont à saluer, le coulement des productions pose problème. Pour faire là, c'est facile, mais pour vendre là, on a des problèmes. On dit au projet de nous aider pour avoir des bons acheteurs, pour payer notre manioc. L'enveloppe du projet filet socioproductif est de 25 milliards de francs CFA, un montant entièrement financé par la Banque mondiale
Au vu de la bonne exécution de ce projet, le premier du genre en Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale vient d'octroyer une rallonge de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Un dossier signé Soro Corona. Tout à fait autre chose, la journée internationale de la biodiversité est commémorée, vous le savez, le 22 mai de chaque année. Exceptionnellement, cette journée a été célébrée le 8 juin dernier ici à la Bibliothèque nationale à Abidjan. Ouattara Amadou Walter y était pour RTI 1. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants. C'est également les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Un patrimoine naturel qui possède de très nombreux bienfaits indispensables à la vie de l'homme et d'autres espèces. Il est donc de notre devoir de protéger la biodiversité. Message du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, représenté par Nasseri Kaba, son directeur de cabinet adjoint. C'était à la cérémonie marquant le 25e anniversaire de la Journée internationale de la biodiversité. Cette journée, tenue à la Bibliothèque nationale à Abidjan, a permis de sensibiliser les participants sur la préservation de l'environnement. Selon les initiateurs, l'activité de l'homme se poursuit à un rythme alarmant et constitue des menaces sur les espèces et les écosystèmes. Chacun de nous bénéficie des services de l'environnement. Si nous voulons continuer à bénéficier des services de notre environnement, nous sommes appelés à éviter les sachets plastiques, à préserver la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, parce que ce sont ces éléments-là qui permettent, n'est-ce pas, la vie sur la Terre. Des réflexions ont porté sur le thème 25 ans de la Convention sur la diversité biologique en Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour la préservation de la biodiversité pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Projection de films, panels et échanges autour d'une Côte d'Ivoire sans sachets plastiques et sans pollution ont ponctué cette célébration. La 3e édition de Faya Expo, avec pour thème art contemporain de génération, a lieu du 7 au 21 juin au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, au plateau. Cette exposition qui réunit sur le même espace une vingtaine d'artistes offre au public une soixantaine d'œuvres à contempler et à regarder. De nouveau, Issa Yeo Tchona. Regardez. Des silicones peints et exposés, des objets de récupération pour sensibiliser la population sur la notion de propriété, des œuvres présentées sur des mousses pour montrer l'importance du matelas dans la vie de l'homme. Bref, ce sont là le fruit des réflexions d'une vingtaine d'artistes, anciens et jeunes peintres, réunis sur le même espace pour une exposition. Toutes mes œuvres, ce n'est pas fait avec les pinceaux. C'est simplement avec la peinture que j'ai mis ça sur les étoiles ou sur l'objet et je laisse maintenant que les couleurs, ça se mélange toutes seules. Et après ça, maintenant, je leur donne un vernis qui fait sortir toute la texture de la peinture que j'ai placée en place. Les sous-biens que vous voyez, c'est des trucs que j'en rejeté, c'est des trucs que j'en déjà jeté. Et puis dans les dépotoirs, dans les quartiers, alors moi quand je marche dans les quartiers, j'ai un sac que je ramasse les ordures qui traînent en ville. Quand je vois des trucs que les gens rejettent, alors je récupère, je m'en vais dans mon atelier et puis je donne une vie encore à mes gens. Là, c'est le masque, c'est un peu d'Afrique. Là, c'est pour apaiser l'or. Avant qu'il y ait la monnaie, comment est-ce que les parents, nos grands-parents faisaient des échanges. Maintenant, ça c'est une calebasse en Afrique. C'est-à-dire qu'avant en Afrique, quand tu viens, quand vous venez de l'eau à manger, c'était dans les calebasses. Mais aujourd'hui, pourquoi elle est coupée? Parce qu'on ne tient plus à nos calebasses. On n'est plus basé sur ce qui vient de l'Europe. À travers le concept l'art contemporain, 2 générations, cette 3e édition de Faya Expo a l'avantage de montrer plusieurs styles de peinture. De quoi réjouir les férus de l'art. Toutes les œuvres sont belles, mais ça fait plaisir. C'est vraiment un effet indestructible que ça fait, mais ça fait du bien surtout. Quand les gens viennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, ce n'est pas pour regarder la cité administrative, ce n'est pas pour regarder les immeubles. Ils ont besoin de savoir ce que nous avons comme culture, comme tradition. Et c'est de grands moments, ce genre d'exposition, ces galeries qui révèlent
des talents réels au sein de la jeunesse. Au total, une soixantaine d'œuvres sont exposées au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. L'exposition, qui a ouvert ses portes ce 7 juin, la refermera le 21 juin prochain. Elle est toujours en culture. Manu Dibango, artiste camerounais reconnu mondialement, va bientôt célébrer ses 60 ans de musique. L'homme a fait un passage en Côte d'Ivoire dans les années 70 avant d'exporter son talent dans le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles le concert marquant ses 60 ans de musique aura lieu le 29 juin prochain ici à Abidjan. Serge Colliard. Son passage en Côte d'Ivoire reste gravé en lettres d'or dans le livre de ses 60 ans de musique. Manu Dibango aura marqué les mémoires. Je l'ai fréquenté beaucoup et il m'a donné beaucoup d'enseignements par rapport à la musique que je faisais. Quand il travaille avec un Louga pour Nayo Wiyo, quand il travaille avec un Ernesto Djedje pour Anoa ou Mamadou Koulibaly, il ne se pose pas de questions. Il a coutume de dire la musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a ce succès, cette longévité. C'est que c'est une histoire sans fin. Formateur et inspirateur de la jeune génération de l'époque, le saxophoniste à la renommée mondiale a façonné de main de maître l'orchestre de la RTI dans les années 70. Il était déjà très connu, mais Saul Makossa a été le summum de sa carrière musicale. Décoré en 2016 pour service rendu à la nation ivoirienne, Manu sait être reconnaissant. Abidjan va abriter le premier concert marquant ses 60 ans de carrière. C'est surtout le remerciement d'un fils de ce pays, ces différentes étapes d'un parcours illustre, glorieux, dont une des étapes les plus marquantes a évidemment été la Côte d'Ivoire. L'artiste, aujourd'hui âgé de 85 ans, promet un grand spectacle. Hello Abidjan, bonjour. Mon saxo et moi-même, on sera à Abidjan. Les notes de son saxophone vont certainement retentir de plus belle le 29 juin prochain à Abidjan. Un spectacle à vivre. Donald Trump, nous sommes au 3e titre de notre édition. Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé ce mardi à Singapour une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Image longtemps inimaginable, les deux hommes se sont salués devant une large rangée de drapeaux des deux pays avant de marcher ensemble sur un tapis rouge, échangeant quelques mots à la suite de leur entretien. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de garantir la sécurité de la Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, lui, a réaffirmé son engagement envers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Les avocats du Congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté à la surprise générale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plaide ce mardi devant la Cour pénale internationale CPI pour sa libération immédiate après près d'une décennie passée en prison. La décision de liberté provisoire sera rendue demain mercredi. Voilà, et nous allons terminer avec cette information. Nous revenons sur cette information pour terminer. Ce mardi, c'est le premier jour de composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Plus de 400 000 candidats repartis dans 677 centres de composition tentent de décrocher ce deuxième diplôme scolaire. Pour la première journée, ces élèves de 3e et les candidats aux tests d'orientation sont face aux épreuves de composition française, de physique, chimie et de mathématiques. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia.
Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.